Bonjour à toutes et à tous, merci de votre fidélité à l'émission L'Arche de l'Histoire. Nous allons cette semaine voyager dans le temps et également dans l'espace, nous rendre à l'époque médiévale entre Rome et Avignon, entre le Tibre et le Rhône, pour évoquer un moment particulièrement douloureux de l'histoire de l'Église, puisqu'il s'agit du grand schisme d'Occident. Alors le grand schisme d'Occident, c'est un terme qui désigne une période pendant laquelle la papauté a été divisée entre plusieurs papes, puisqu'il y a eu 2 papes et même parfois 3 ou 4 papes qui ont prétendu être évêques de Rome et être donc la tête de l'Église. Vous comprenez par conséquent pourquoi cette période a été particulièrement douloureuse pour les contemporains et aussi pourquoi elle est souvent l'origine des mouvements de protestation et de réforme qui naissent par la suite en Europe, notamment dans l'Empire et en Angleterre, mouvements qui ont donné par la suite naissance à la réforme protestante. Mais avant d'aller jusque-là, que nous en parlerons en fin d'émission, intéressons-nous d'abord au contexte et aux raisons qui ont amené ce grand schisme d'Occident. Il y a en réalité 2 périodes avignonnaises de la papauté. La première période de la présence des papes en Avignon, c'est 1309-1377, une période qui a donc duré environ 70 ans. La deuxième période, c'est 1378-1417, cette période ayant duré un peu moins de 40 ans. Ces 2 périodes de la présence des papes en Avignon, même si elles sont finalement assez proches l'une de l'autre, sont en réalité complètement différentes. La première période, de 1309 à 1377, les papes ne sont pas en Avignon pour la même raison que dans la deuxième période, de 1378 à 1417. Mais vous voyez que dans l'ensemble, on a pendant 110 ans, un petit peu plus de 110 ans, une présence de la papauté en Avignon. Alors pourquoi ? D'abord, il faut avoir à l'esprit la manière dont sont organisés les États pontificaux. C'est le roi des Francs, Pépin le Bref, qui en 752 a fait une donation au pape et qu'il a donné au pape de l'époque un territoire sur lequel le pape a la souveraineté politique, non pas uniquement la souveraineté spirituelle, comme il a sur l'ensemble de l'Europe, mais la souveraineté politique. Ce territoire comprend, outre la ville de Rome, tout le centre de l'Italie. C'est assez mouvant, au gré des guerres et des luttes intestines en Italie, le territoire de la papauté, ce qu'on appelle les États pontificaux, ont pu varier. Mais en tout cas, Rome en est toujours le centre et la capitale. Les États pontificaux, en tant que tels, existent jusqu'en 1870. En 1870, au moment où le roi de Piémont-Sardaigne fait l'unité italienne autour de lui, il envahit les États pontificaux et il ne laisse plus au pape que la ville de Rome et les alentours, ce qui correspond à la région du Latium. Et en 1871, au moment où la France se fait attaquer par la Prusse, Napoléon III doit rapatrier l'armée française qu'il avait disposée à Rome pour protéger le pape. Il la rapatrie en France pour combattre les Prussiens. Et le roi d'Italie profite du départ de troupes françaises pour envahir Rome. Le pape Pie IX quitte le palais du Quirinal et se réfugie au Vatican. Les États pontificaux ont donc disparu d'un point de vue temporel. Il faut attendre 1929 avec les accords du Latran pour qu'il y ait de nouveau la reconnaissance de la souveraineté temporelle sur un territoire, et ce qui donne l'État du Vatican qui existe de nos jours. Voilà donc pour le contexte général des États pontificaux. Néanmoins, le pape ne possède pas des territoires uniquement dans le centre de Rome. Il possède aussi des territoires en France, à l'extérieur du royaume de France, c'est la France actuelle, mais c'est l'extérieur du royaume de France, dans la région d'Avignon, ce qu'on appelle le comtat vénétien. Alors cette région, ce n'est pas la France. Avignon n'a jamais été française. Il a fallu attendre la Révolution française pour que Avignon soit annexée. En effet, le comtat vénétien est donné à la papauté par les comtes de Toulouse et il est définitivement acquis par la papauté en 1274.
Si bien que lorsque le pape s'installe en Avignon en 1309, ça fait 25 ans environ que ces territoires sont une possession papale. Avignon a un grand avantage. D'abord, on est sur le Rhône, qui est la grande artère commerçante de l'Europe. Avec le Rhône, on peut descendre jusqu'à Marseille, ensuite prendre un bateau et se rendre soit en Espagne, soit en Italie et notamment à Rome. Ou alors, on peut remonter le cours du Rhône et après bifurquer, passer sur le cours de la Seine et puis du Rhin pour se rendre dans le nord de l'Europe. Donc, c'est un nœud de communication et une voie de passage de la plus grande importance. Et puis, Avignon a un autre intérêt géographique, c'est que nous sommes à l'extérieur du royaume de France. La France est sur l'autre rive. La rive gauche, c'est Avignon, et territoire pontifical. La rive droite, c'est la France. Et le pont Saint-Bénézé, le fameux pont d'Avignon, sur lequel la chanson dit qu'on y danse, le pont Saint-Bénézé sert à passer d'un pays à l'autre. Et au nord d'Avignon, il y a l'Empire. Donc, en étant en Avignon, on est au confluent de la France et de l'Empire. Or, ce sont les deux plus grandes puissances politiques de l'Europe à l'époque médiévale, ce qui permet comme ça de pouvoir facilement discuter soit avec le roi de France, soit avec l'empereur, et d'avoir des liens politiques et des liens diplomatiques avec ces deux souverains. Avignon a donc une position intéressante. Néanmoins, le pape réside à Rome. Il réside à Rome, mais c'est une résidence itinérante. C'est un petit peu la manière de faire de l'ensemble des souverains à l'époque médiévale, c'est d'être des souverains itinérants. Le roi de France est extrêmement itinérant, il est rarement à Paris, et le pape bouge aussi beaucoup dans ses états pontificaux, d'abord au gré des guerres, puisqu'il est souvent attaqué au nord et également au sud, où il doit supporter les attaques notamment de l'empereur, et lorsque le pape doit mener un combat, eh bien, il se déplace pour avoir à surveiller ses troupes. Et puis le pape ne réside pas non plus toujours dans Rome, parce que Rome est une ville qui n'est pas très agréable, il y fait souvent très chaud l'été, et donc le pape va à l'extérieur de Rome, exactement comme font les papes aujourd'hui, où ils se rendent l'été à Castel Gandolfo, qui est une résidence à la campagne, où l'air est plus frais. Et Rome est surtout une ville où l'air politique est particulièrement insalubre. En effet, vous avez deux grandes familles qui se partagent le pouvoir à Rome. La famille des Orsini et la famille des Colonna. Nous sommes dans une Italie qu'on a du mal, nous Français, à comprendre, parce que la manière dont la politique italienne fonctionne à l'époque médiévale est extrêmement différente et n'a rien à voir avec la manière dont la politique fonctionne en France. L'Italie, ce n'est pas un pays, l'Italie n'existe pas en tant qu'État. Il faut attendre le 19e siècle pour que l'État italien existe. L'Italie, c'est un conglomérat de cités et de villes. Il y a Florence, il y a Milan, il y a Naples, il y a Venise, Gênes, et puis il possède un territoire alentour, et c'est ce qu'on appelle la banlieue. Et ces villes se font sans arrêt la guerre. Et comme elles sont faibles ou comme elles sont en guerre, elles font appel à des puissances extérieures pour avoir une aide, et elles vont donc appeler soit l'empereur, qui va assurer sa protection et assurer parfois l'annexion d'Italie, ou alors elles font appel au roi de France. Le roi de France, notamment à l'époque de Charles VIII, cherchera à intégrer l'Italie dans le royaume de France. Et ces cités qui sont donc en guerre perpétuelle, eh bien, attaquent également le pape et Rome. Ce ne s'arrête pas à la soutane blanche du pape, et d'ailleurs à l'époque le pape ne porte pas encore de soutane blanche, mais il ne s'arrête pas à la puissance spirituelle du pape pour limiter leurs coups. Ce qui veut donc dire que les deux familles qui règnent à Rome, les Orsini et les Colonna, essayent de faire en sorte que le pape élu soit un pape de leur famille ou de leur parenté. Ce qui veut donc dire que lors du conclave, il y a des luttes politiques acharnées pour faire élire un candidat. Et ces luttes politiques peuvent aboutir à des pressions, à des assassinats, si bien que les conclaves peuvent durer souvent de très longues semaines, voire de très longs mois. C'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle on a inventé les conclaves, c'est-à-dire qu'on a enfermé les cardinaux dans une pièce close avec les murs clos, et on leur a juste donné de quoi se nourrir en eau et en boisson pendant quelques jours, afin qu'ils se mettent rapidement d'accord sur le nom du pape, d'où le terme de conclave fermé à clé, cum clave.
Mais toujours est-il que en 1305, les cardinaux se mettent d'accord sur l'élection de l'archevêque de Bordeaux, qui est Bertrand de Gaux. Pourquoi l'archevêque de Bordeaux? Il a un avantage, c'est qu'il n'est pas lié aux familles italiennes, et notamment aux familles romaines, et comme elles n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un nom, elles prennent un troisième candidat sur lequel tout le monde est d'accord, et donc pour être ce candidat ne se plante ni l'un ni l'autre. Bertrand de Gaux, qui est à Bordeaux, apprend qu'il vient d'être élu pape, et il décide, donc il se rend à Rome. Mais il est un peu long à partir à Rome parce qu'il sait que le climat politique est étouffant et il n'a guère envie de se plonger dans les bains compliqués de la politique romaine. Si bien que, avant de rejoindre Rome, eh bien, il va beaucoup voyager. D'abord, il reste à Bordeaux, il faut le supplier pour qu'il parte, et puis ensuite, il voyage, sa cour est assez itinérante, et il va d'abbaye en abbaye, avant de se décider à aller à Rome. Et finalement, sur le voyage de Rome, il s'arrête en Avignon, c'est sur la route entre Bordeaux et Rome. L'endroit lui plaît beaucoup, ça lui plaît, il se rend compte de l'intérêt géographique de la zone pour être facilement proche du roi de France, de l'empereur et également du roi d'Angleterre, et finalement il décide de rester en Avignon, ce qui lui évite d'aller à Rome. Il a comme ça l'avantage d'être à la fois dans ses États, dans les États pontificaux, et en même temps il échappe au microcosme romain. Et donc il va commencer à faire des travaux de restauration du palais d'Avignon afin d'accueillir la cour. Donc il faut avoir des bureaux, avoir des salles de réunion, avoir une salle d'audience, avoir des cuisines qui permettent d'accueillir tout ce monde. Et lorsque Bertrand de Gaux décède, donc Bertrand de Gaux a pris le nom de Clément V, lorsqu'il décède en 1314, eh bien, les cardinaux se réunissent de nouveau et le successeur, qui est élu en Avignon, décide d'y rester. Et cela va se faire jusqu'au pape Grégoire XI. L'ensemble des papes vont rester en Avignon. Cette semaine, nous évoquons le grand schisme d'Occident. En première partie d'émission, nous sommes intéressés à la première période avignonnaise de 1309 à 1377, celle qui a vu les papes français rester en Avignon et ne pas aller à Rome. Mais il y a une demande pressante de la part du peuple romain et de la part également de certaines hautes personnalités politiques pour que les papes rentrent à Rome. Et du reste, les papes ne cherchent pas à rester en Avignon de manière définitive. Et notamment Grégoire XI, qui est le dernier pape français. Puis Grégoire XI, la France n'a pas eu de pape. Grégoire XI décide de revenir à Rome en 1377. Il a constaté que la situation politique romaine s'est calmée, que la population est plus calme, et donc il va faire le voyage du retour. Il quitte donc Avignon et il se rend à Rome, où il revient dans le palais du Latran. Mais il décède en 1378. Et son décès ouvre la voie à une nouvelle crise entre les familles romaines. C'est-à-dire que la crise qui avait été un petit peu mise en sourdine avec la présence des papes en Avignon depuis Clément V en 1305 et installation définitive en 1309, ressurgit en 1377. Si bien qu'il va y avoir toute une série de crises qui vont provoquer un nouveau départ à Rome. Alors que se passe-t-il? Eh bien, après la mort de Grégoire XI, le nouveau pape qui est élu s'appelle Urbain VI. Or, une partie du Sacré Collège est opposée à l'élection d'Urbain VI, et donc des cardinaux font sécession, retournent en Avignon et élisent un nouveau pape. On a donc deux papes, un élu à Rome par une moitié de cardinaux, et un autre élu en Avignon par une autre moitié. Et là, on a de fait un schisme. On a un schisme, la tête de l'Église est divisée en deux. Et donc, deux questions se posent. Tout d'abord, quel pape soutenir? Quel est le bon pape? Et deuxièmement, pour les États, qui va-t-on soutenir de Rome ou d'Avignon? Alors, la question de la validité de l'élection des papes est assez compliquée et les historiens ne sont pas toujours tranchés, n'ont pas toujours tranché la question. Certains papes, on est certain qu'ils sont illégitimes et donc on les appelle les antipapes. Il y a un antipape fameux
qui a été élu pendant ce grand schisme d'Occident, qui est l'antipape Jean XXIII. Et lorsque Roncalli a été élu pape en 1958, il a pris le nom de Jean XXIII, justement pour prendre le nom d'un antipape, et comme ça il n'y a plus qu'un seul Jean XXIII, qui est le pape du XXe siècle. Mais pour d'autres papes, on a beaucoup de mal à savoir qui est le pape et qui est l'antipape, parce que on ne sait pas trop si l'élection est valide, et même des papes à Rome, l'élection n'est pas... En tout cas, la validité de l'élection peut poser question. D'une manière générale, les papes qui sont restés à Rome sont considérés comme étant les papes valides, c'est-à-dire ceux où il y a bien la continuité apostolique et ceux où il n'y a eu ni rupture ni schisme. Néanmoins, on a bien deux papes. Et on espère que, à la mort d'un des deux papes, la situation va se résorber. Eh bien non, lorsque le pape d'Avignon ou le pape de Rome décède, les cardinaux présents dans la ville élisent un autre pape. Et donc le schisme se poursuit en dépit de la mort des papes, d'autant plus que les papes nomment à leur tour des cardinaux, donc chaque pape a son sacré collège, et on a donc bien une église bicéphale, dirigée par deux têtes, une à Rome et une en Avignon. Et là, l'église d'Occident, l'église romaine d'Occident, aurait pu prendre la voie, le chemin de l'église orthodoxe. Dans le monde orthodoxe, il y a des métropolites. Et certains métropolites ont une aura un peu plus forte que d'autres. Il y a le métropolite de Moscou, alors qu'au XIVe siècle, il n'a pas une très grande aura. C'est surtout le métropolite de Constantinople qui est important. Et puis, il y a ensuite un métropolite en Roumanie, en Bulgarie, en Grèce. Et on a donc des églises nationales dans le monde orthodoxe. Il n'y a pas un évêque orthodoxe qui a la prééminence sur les autres. Or, avec le grand schisme d'Occident, l'Europe chrétienne, la chrétienté occidentale, est confrontée au risque de se briser et d'avoir un pape par pays. Et d'ailleurs, on le constate lorsqu'on voit la carte des pays qui soutiennent les papes. L'Espagne et la France soutiennent le pape de Rome, quand l'Empire et l'Angleterre soutiennent le pape d'Avignon. C'est d'ailleurs particulièrement intéressant lorsque l'on superpose les cartes, parce qu'on se rend compte que les pays qui ont soutenu le pape schismatique, enfin les antipapes, sont ceux qui, un siècle plus tard, voire même pour certains moins d'un siècle plus tard, ont adopté la réforme protestante. Et les pays qui sont restés fidèles à Rome au moment du grand schisme d'Occident sont les pays qui sont restés fidèles à Rome au moment du schisme luthérien. Ça, c'est très intéressant en matière de réflexion d'histoire sociale et de réflexion sur le long terme, sur l'histoire du catholicisme dans le long terme. On voit qu'il y a des mouvements tectoniques et des mouvements intellectuels qui structurent le monde catholique et la chrétienté bien au-delà de la contingence de ce grand schisme. Donc il y a un risque que l'Occident soit brisé avec un métropolite pour chaque nation. C'est la raison pour laquelle, en 1409, est convoqué le concile de Pise avec des hommes des deux parties afin de trouver une solution à la crise. Il y a une grande volonté de restaurer l'unité. Tout le monde est d'accord pour restaurer l'unité. Le problème, c'est que les Romains veulent la restaurer autour d'eux et les Avignonnais autour d'eux. Mais, malgré tout, il y a une volonté d'unité. Au concile de Pise, on se rend compte que la bicéphalie n'est pas possible et donc on demande aux deux papes de se démettre. Les deux papes acceptent de se démettre et un troisième pape est élu qui va s'appeler Alexandre V. Sauf que finalement les deux papes qui s'étaient démis vont remonter sur leur trône respectif et donc on se retrouve en 1409 avec trois papes. Un en Avignon, un à Pise et un à Rome. Donc la situation ne s'est pas résolue et elle s'est au contraire amplifiée. Donc ce concile de Pise a été un échec. Elle n'a pas réussi à mettre un terme au schisme. Il va falloir attendre beaucoup de temps, et notamment l'année 1417, pour que lors d'un nouveau concile, on force les trois papes à démissionner. Et un quatrième pape va être élu, qui est Martin V. Alors entre-temps, ça continue, c'est-à-dire que lorsque le pape d'Avignon, de Pise ou de Rome décède, un autre est élu, donc le schisme se poursuit. Mais en 1407, les trois papes, alors ces trois papes, c'est Jean XXIII, Grégoire XII et Benoît XIII, qui sont donc des antipapes, ils sont démissionnés, un quatrième pape est élu, Martin V. Et là, la conciliation réussit, les trois papes démissionnés acceptent,
le schisme est résorbé. Sauf pour Benoît XIII, qui est un antipape, qui est un autre Benoît XIII qui lui est un vrai pape. Benoît XIII part en Aragon, où il va créer une église aragonaise. Ensuite, ils vont aller en Auvergne, ils vont créer une église auvergnate, et puis finalement, ça va se dilater, et ça va finir par disparaître. Donc, en 1417, le schisme est résolu, et Martin V restaure l'unité de l'église. Malgré tout, cette année de 1417 est une année... il s'est passé un événement qui aurait très bien pu ne pas se passer. C'est-à-dire qu'on aurait tout à fait pu continuer avec 3 papes. Le schisme aurait pu même s'amplifier et on aurait aujourd'hui une situation de l'Église catholique qui serait divisée entre pays. Il faut bien avoir à l'esprit que c'est pas parce qu'un événement ait lieu qu'il devait forcément avoir lieu. Ce n'est pas parce qu'on a restauré l'unité de l'Église en 1417 que celle-ci devait forcément se faire. Ce qui montre aussi que les chrétiens sont capables de dépasser leur unité. Je dirais que dans l'histoire du grand schisme d'Occident, soit on regarde l'aspect négatif et on se dit que les chrétiens se sont déchirés pendant 110 ans et qu'ils ont été fortement divisés, soit on regarde l'aspect positif et on constate qu'en dépit de ces divisions, les chrétiens ont été capables de résorber l'unité. Mais on voit aussi que lorsqu'il y a un schisme, il est primordial de résorber l'unité tout de suite. Parce que le temps joue en faveur du schisme. Le temps joue en faveur de la rupture. Et on se rend compte qu'une rupture, si elle peut avoir des raisons théologiques à l'origine, en fait elle se maintient pour des raisons d'orgueil, parce que la raison et la rationalité théologique peut détruire les arguments des schismatiques. En réalité, après chacun constitue son clan, chacun prend ses habitudes, les propos acerbes ou les condamnations fusent de part en part et finalement une réconciliation devient impossible. C'est la raison pour laquelle quand il y a un schisme, il est important d'agir tout de suite. C'est comme un incendie. Si on veut l'éteindre, il faut l'éteindre quand il est jeune. Mais en 1417, l'unité de la chrétienté occidentale est résorbée. Ce qui permet aussi de nous interroger sur l'histoire de l'Église et de voir que finalement la période que nous vivons aujourd'hui n'est pas pire que celle du XVe siècle. On nous présente souvent le Moyen-Âge comme étant un temps de chrétienté, une époque où l'ensemble du monde et de l'Europe est chrétien, fidèle. On voit que ce n'est pas vrai. D'abord, il y a un paganisme et une superstition qui perdurent de manière assez forte en Europe, et on voit aussi que les chrétiens sont fortement divisés. Je voudrais, pour terminer, évoquer 2 questions qui ont émergé avec ce schisme d'Occident. La première question, c'est la différence entre ce qu'on appelle le conciliarisme et la soustraction d'obédience. En effet, pour résorber le schisme, certains théologiens ont évoqué l'idée de ce qu'on appelle la soustraction d'obédience, à savoir que les papes démissionnent et un autre pape est élu pour les remplacer, solution qui a finalement été adoptée, alors que d'autres théologiens ont au contraire promu le conciliarisme. Constatant que les papes étaient divisés, ils ont demandé à ce que ce soit un concile qui dirige l'Église, un concile permanent, et que le pape ne soit que l'ordonnateur du concile, le chef du concile. En termes politiques, on pourrait appeler ça une monarchie parlementaire. Et le concile, ce serait un parlement qui donnerait des avis et qui en fait serait celui qui dirige l'Église. Alors, le conciliarisme n'a pas été adopté ni appliqué dans le grand schisme. En revanche, cette idée a émergé beaucoup plus tard, au XXe siècle, après le Concile Vatican II, où dans la réflexion ecclésiologique menée par certains théologiens pendant le Concile et après le Concile, certains ont évoqué le retour au conciliarisme, c'est-à-dire avoir une diminution des pouvoirs du pape, avoir un concile permanent qui dirige la chrétienté et avoir des églises locales regroupées dans des conférences épiscopales qui gèrent les problèmes locaux. On aurait à la fois un parlementarisme et une décentralisation, avec une sorte de fédéralisme, pour utiliser des concepts politiques facilement compréhensibles. Mais c'est une sorte de théologie politique appliquée à la théologie spirituelle.
Alors, il y a un danger du conciliarisme dans l'Église, parce que si on met en place une structure conciliaire où c'est le concile qui dirige, on détruit la papauté, et comme le pape est la clé de voûte de l'Église, on détruit aussi l'Église. Donc il faut évidemment veiller à ce que cette idée ne prenne pas le devant des choses. Mais malgré tout, c'est aussi une réflexion qu'il est intéressante sur la place du pape et sur le pouvoir du pape. Or, ça va aboutir, à des schismes importants, que ce soit en Allemagne avec Luther, puis Calvin, qui est français mais qui a rejoint l'espace allemand, en Angleterre avec John Wycliffe, dans les pays d'Europe de l'Est avec Jan Hus, lesquels vont demander à faire des églises nationales, et le XVe et XVIe siècle vont être le temps de réflexion et de maturation des églises nationales qui vont aboutir à la constitution des églises protestantes, qui en fait, l'église protestante, c'est la victoire des conciliaristes. C'est une idée qu'on a des églises nationales, qu'il n'y a plus de pape, et que l'église est dirigée par un parlement, par un concile permanent. On a donc, à travers ce schisme, en réalité, deux visions de l'église qui s'opposent, deux visions ecclésiologiques très différentes, qui sont aussi deux visions du rapport à l'organisation humaine et du rapport aux évangiles, à la lecture que l'on fait des évangiles, qui sont différentes.